Connu comme le parrain des anges de la télé-réalité, mon invité d'entrepreneur aujourd'hui est aussi un entrepreneur, producteur et un investisseur qui a su construire sa carrière au-delà de la télévision. Dans cette interview, on va revenir sur ses épreuves, ses résultats, son parcours, mais aussi ses conseils pour les entrepreneurs et créatifs immigrés qui rêvent de créer leur carrière ici. J'ai l'honneur de recevoir dans son restaurant directement. Je vous présente Fabrice Sopoglian. Hello Lilith. Bonjour Fabrice. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. C'est moi. L'honneur est pour moi. Fabrice, je te laisse te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Fabrice Sopoglian. Voilà, j'habite à Los Angeles depuis 2004. Le temps passe vite. Je fais plein de choses, de la production, j'anime à l'écran, je suis propriétaire aussi et associé de ce restaurant à Zai Sushi et plein d'autres choses, quoi. Voilà. Fabrice, ton nom se termine par IAN, Sopoglian. Ça me fait un peu de signe des racines arméniennes. Est-ce que tu as des racines arméniennes? Si oui, quel rôle jouent tes racines dans ta vie professionnelle et aussi personnelle? Complètement, ouais. Je suis en fait à 70% arménien, puisque mes deux parents, ma mère arménienne et mon père aussi. Voilà, donc j'ai grandi en France, mais c'est vrai que j'ai une grand-mère très arménienne qui nous a élevés avec toutes les traditions, surtout la nourriture. On adorait ça. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et tu vois, le fait d'être arménien en arrivant à Los Angeles, c'est vrai que ça a été un avantage parce qu'il y a une communauté qui est énorme ici. Bien sûr. Et je me suis tout de suite senti bien reçu à Los Angeles avec la communauté arménienne. Ok, très bien. Tu es né en France? Je suis né en France. Ok. Et tu as grandi en France? J'ai grandi en France et jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis parti quelques mois ici. C'était compliqué, c'était mes premiers mois où je rêvais de Californie. J'ai pas tenu en fait. Et puis je suis revenu aux US à 28 ans. Et j'ai aujourd'hui 50 ans, donc ouais, ça fait un bout de temps maintenant. Fabrice, raconte-moi un peu de tes années scolaires. Est-ce que tu étais un étudiant créatif, rebelle, studieux? Mais je voudrais savoir surtout si tu as fait des études supérieures ou tu as majoritairement appris sur le terrain même. En fait, j'ai été jusqu'au bac. J'ai pas eu le bac, voilà, j'étais peut-être un peu trop feignant, mais j'ai réussi derrière à rentrer dans une école de marketing. J'adorais en fait la communication, être un peu attaché de presse, tout ça, parce que j'ai commencé à l'âge de 16 ans à organiser des soirées à Paris, à distribuer des flyers, tu vois, des cartons d'invitation à la sortie des écoles. Il y avait le petit businessman qui vivait en toi. Ouais, je suis tombé dans ça à l'âge de 16 ans. Ouais. Et c'est vrai que c'est une activité qui marchait bien. On était un groupe de copains à Paris, on organisait des soirées qui cartonnaient. On arrivait à réunir 1000 personnes, 2000 personnes dans des salles comme le Bataclan, Bobino, etc. Et puis, un peu feignant, niveau bac, j'ai fait une école de marketing, je crois que ça s'appelait le ESP, École supérieure de marketing, ou un truc comme ça. Et j'ai réussi à rentrer sans le bac, il fallait le bac normalement. Mais quand ils ont testé ma créativité, ils m'ont dit bon, on te garde. Ouais. Et j'ai fait 2 ans. Et puis la nuit et l'organisation de soirée a pris le pas à l'époque. Et puis c'est vrai que j'ai stoppé pour vraiment me concentrer sur mes soirées. Voilà. Juste pour dire que c'est pas obligé qu'on fasse des études supérieures pour réussir dans la vie. Non, j'ai vraiment appris, c'est vrai que j'ai appris sur le tas, mais j'avais quand même ce côté créa. Ouais. Mais j'ai appris, ça a été une bonne initiation pour moi la nuit, parce que j'ai réussi à enterrer ma timidité, parce que j'étais vraiment très timide. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens de tous les milieux, des gens connus aussi. Et ça m'a aidé pour la suite, ce rapport. Et entre-temps, j'ai fait aussi, pour vaincre un peu cette timidité, une école de théâtre. Okay. Qui m'a permis beaucoup d'être plus à l'aise, de plus être à l'aise juste sur les rapports humains, rencontrer les gens et voilà. Et puis c'était une bonne initiation tout ça. Fabrice, avant les anges, comment le public français t'a découvert la première fois? Et on voudrait que tu nous racontes un peu aussi
qu'est-ce que t'a poussé de quitter la France et venir s'installer aux États-Unis et quelles étaient les grandes difficultés que tu as eues en arrivant ici? C'est des bonnes questions tout ça, Lily. En fait, au début, en France, j'avais ma société d'événements, ça s'appelait Majestic Events d'ailleurs. Et je faisais beaucoup de soirées de célébrités pour des produits, des grandes marques. J'étais le premier à développer la célébrité service où on faisait venir des stars pour des marques de téléphone, des marques de parfums et tout. Et ça marchait bien. Mais je rêvais d'Amérique parce que je rêvais de cinéma, la dimension où tout était possible. En fait, j'avais l'impression de stagner en France. J'arrivais pas. La production, je proposais des trucs, on me prenait pas au sérieux. J'étais pas le fils d'eux, j'avais pas. Voilà, je rentrais pas dans les cases en fait. Et j'avais tenté mon premier rêve américain à l'âge de 20 ou 21 ans. Je suis resté 7 mois. J'étais physionomiste dans un bar qui s'appelait le Barfly à l'époque, qui était un restaurant super tendance sur Sunset et c'était dur. Je me souviens, c'était El Niño. Il a plu 5 mois non-stop. Donc j'étais à la porte tous les soirs trempé. Des bagarres, des trucs. J'habitais dans un coin où il y avait ghetto. J'ai souffert et j'ai pas tenu. Et quand je suis rentré en France, ça m'a donné encore plus la rage de repartir des années plus tard. Et en arrivant ici, j'avais un plan. J'étais beaucoup plus structuré, plus mûr. Et je suis venu en écrivant un livre, parce que j'avais un contrat pour écrire un livre sur un paparazzi. Donc je l'ai suivi quelques mois et puis les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à produire des petits films indépendants, très low budget, tu vois, qu'on vendait en DVD, etc. De là, j'ai proposé des émissions pour la France, des petits reportages comme tu fais. Voilà. Okay. Est-ce que tu avais des sponsors à ce moment-là? Aucun sponsor. Les premiers films, je me souviens, j'embauchais des acteurs qui mettaient de l'argent dans le film pour pouvoir jouer, ce qui me permettait de monter le budget. Et après, j'avais un distributeur qui me vendait mon truc en DVD, etc. Mais tu avais un talent organisationnel, d'organisation. J'apprenais sur le tas. J'étais pas vraiment producteur, on avait des équipes qui ne savaient pas vraiment gérer. Et puis on apprenait, alors les erreurs, plus 2 erreurs, 3 erreurs, voilà. Et de là, petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais proposer des petits programmes de reportage pour la France. J'ai commencé sur des Tellement Vrai, Tellement People, sur des petites chaînes en France. Des petits reportages comme toi, mais que j'arrive à vendre à des petits networks, etc. Et puis, voilà, 1, plus 2, plus 3. Après, j'enchaîne un reportage sur Christian Digier, sur Safi, sur TFX, ouais, qui était une chaîne de M6. Et puis j'ai créé une série qui s'appelait West Hollywood avec mon copain Romain Chavant qui est organisateur ici de soirée et Lucas qui avait fait la Starac. Et puis ça a été pris au sérieux, les gens regardaient en France et de là il y avait une émission de télé-réalité pour les 10 ans qui se créait. Et puis on m'a demandé de produire tous les segments à Los Angeles. Et puis on m'a mis à l'antenne parce que c'est ce qui manquait dans l'émission. Et puis voilà, tout est parti. Voilà. Super. Et pour un peu mettre en évidence les plus grosses difficultés que tu as eues, c'était plus connexion, que tu connaissais pas beaucoup de gens, ou c'était plus social, le logement Tu sais, quand tu arrives dans un pays où tu es immigré, parce que même au bout de 20 ans, je resterai toujours quand même un invité dans ce pays, tu es confronté à tous les petits problèmes du quotidien. Prendre une ligne de téléphone, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de numéro de sécurité sociale, on ne veut pas te louer un appartement, faut un caution, faut des visas, c'est très compliqué. Et puis surtout, faut être préparé à un truc où tous les expats le ressentent, c'est la solitude. C'est que finalement, dans toutes ces grandes villes où tu arrives, où tu es seul au monde, tu es seul. Il ne faut pas être surpris. Voilà. Donc il faut être prêt à ça. Moi, j'étais conditionné parce que j'aimais ça, être tout seul. Je faisais mon sport la nuit, etc. Mais c'est dur. Si tu penses que tu viens dans un nouveau pays pour réussir et que ça va être facile, c'est une erreur. Tu pars pour quelques années de souffrance. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, loin de la famille, loin des amis. Ouais, loin de la famille, loin de tes parents, tu as beaucoup de manques, tu n'as pas d'amis.
tu dois rencontrer des gens, mais tu tombes souvent sur les mauvaises personnes au départ, parce qu'il faut faire le tri. Mais t'apprends, c'est la vie. Mais t'apprends, et puis le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de tenir. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est un vrai défi, tenir des années. Fabrice, on te connaît plutôt le parrain des anges de la télé-réalité, mais je sais que tu as fait aussi des documentaires qu'on voudrait que tu nous racontes un peu plus en détail. Non, c'est vrai que le public français me connaît à travers Les Anges, être à l'écran, etc., mais que j'ai produit pas mal de choses à côté, donc un super documentaire sur la vie du designer Christian Digier, qui a gagné 17 awards dans le monde, 17 prix, avec Johnny Hallyday dedans, Snoop Dogg et d'autres personnalités. On vient de terminer un documentaire qui vient tout juste d'être distribué sur la vie de l'acteur américain Michael Madsen, qui a fait Reservoir Dogs. Dedans, j'ai Tarantino, John Travolta, voilà. Et puis un prochain sur un Hells Angels, un biker, tu vois. Il y a Stallone dedans, il y a même le président Trump, Donald Trump. Ah, wow. Voilà. Donc oui, effectivement, il n'y a pas eu que de la télé-réalité, il y a eu beaucoup de travail, quoi. Ok, très bien. Et on va revenir sur Les Anges, qu'est-ce qu'il t'a apporté personnellement, surtout sur ta vie professionnelle, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu as donné à toi-même? Les Anges, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que déjà, c'est un programme où j'ai pu m'exprimer à l'écran, artistiquement, emmener des idées. Bon, mis à part le fait d'être connu par le public français ou belge, mais c'est vrai que ça m'a donné une notoriété. Moi, savoir que quand j'étais gosse, je suis parti en Amérique parce que j'avais ce rêve d'être célèbre. Je ne savais pas si j'allais réussir en Amérique ou si j'allais réussir en France. Donc quand tu pars comme ça avec rien et que tu as un rêve en tête et que tu rentres à un moment donné en France et qu'on te reconnaît pour ta créativité ou pour ce que tu fais à l'écran, automatiquement ça fait plaisir. Et puis on a voyagé dans tout un tas de pays, j'ai pu faire venir beaucoup de stars américaines. Non, ça a été 12 ans de bonheur, Les Anges. Très bien. Parlant des stars américaines, je sais que tu as fait venir des stars internationales, comme Kim Kardashian par exemple. Je me rappelle de la grande surprise des candidats et tout le monde était bouche bée. Donc raconte un peu nous comment tu as réussi de convaincre des célébrités internationales de participer à Les Anges. Il faut savoir qu'à l'époque, la chaîne où on diffuse Les Anges, Énergie 12, il n'y a pas de star américaine. Il y a Magloire, je crois, sur la chaîne, et il y a Clara Morgan. Donc, première vraie star que je fais venir, c'est Pamela Anderson, saison 2. Donc déjà à l'époque, elle fait Alerte à Malibu, elle est un peu sur le retour, mais c'est un impact. Et je suis le premier à leur dire, après la saison 1, où j'aurais dû avoir normalement Dennis Rodman pour Senna, qui faisait du basket, je leur dis il faut faire des stars américaines les prochaines saisons. Et ils me disent ok, donc on commence. Et tu sais, quand tu commences à travailler avec les agents aux US et que tu payes les gens, que ça se passe bien, que ton show commence à être à la mode, et un agent t'en emmène un autre. Et là, on passe de Pamela Anderson, si tu veux, à des rencontres. Et puis, je rencontre les agents de William Morris, où Kim Kardashian est représentée par William Morris, qui est une des plus grosses agences à Los Angeles. Tu en as 3, tu as CIA, William Morris et ICM. Et ça s'est fait comme ça. Je suis à Miami, j'envoie un message, le producteur en parle à l'agent, boum boum, et elle accepte. Voilà. Et elle arrive cool. Ça veut dire elle arrive détendue, ça se passe bien, elle connaît ses marques, elle est très pro. D'entrée, je lui dis I'm Armenian. Et on regarde comme ça, elle dit oh really? Et puis la chemistry, tu vois, ça passe. Et on fait notre entrée comme ça. Et puis là, c'est une révolution pour les candidats. Et puis ce sera la saison 5, la saison où on fera le plus d'audience en TNT. Je crois qu'on était à 1,4 million de vues par épisode. C'était énorme. C'était un boom, c'est une des saisons les plus marquantes parce qu'on avait tout qui était réuni cette saison. L'arrivée fulgurante de Nabila avec ses punchlines,
Kim Kardashian, le cast était magnifique, ils étaient tous beaux. Voilà, et puis tout s'est enchaîné de la saison 5 à 12, 13, dont une que j'ai pas faite d'ailleurs au Brésil, qui n'a pas été la meilleure des saisons, sans me jeter des fleurs. Mais sinon, ouais, ça s'est enchaîné. Ouais. Voilà. Et tu crois que les candidats qui se trouvaient dans la saison 5 qui a fait le boom, est-ce qu'ils ont donné leur impact sur le fait que ça a boomé ou Tu sais, un succès en télé, c'est beaucoup de choses. C'est le show, c'est les candidats, c'est l'animateur, tout était beau. Même la maison, elle était magnifique. D'ailleurs, c'est quand même une saison où tu as eu des candidats qui ont réussi professionnellement. Tu prends un Benjamin qui était chef dans cette saison. Aujourd'hui, il vit à Los Angeles, il a réussi et il cartonne. Et il vit aux États-Unis depuis 5 ans. Il a eu sa green card. Il travaille pour des grandes familles. Il est chef privé. Et voilà, il gagne plus d'argent que les 3/4 des chefs en France. Et voilà, donc il y a eu, voilà, on a réussi quand même à... Donc il y a des candidats que tu gardes quand même le contact Oui, je garde, je parle avec pas mal de candidats, pas tous, mais certains. Ouais. Ouais, même Amélie Netten, on se parle, on s'envoie un petit message de temps en temps, etc. Ouais. Qui est belge d'ailleurs. Ouais. Elle est belge comme moi. Voilà. Je voudrais aussi savoir, parmi les candidats, quel candidat t'avait marqué personnellement et professionnellement? Moi, en fait, j'aime les candidats qui ont une envie professionnelle, pas ceux qui viennent juste pour le buzz ou pour animer la galerie. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été attaché aux chanteurs. Tu vois, Sofiane, Maud, Sarah qui était dans la saison à Los Angeles. Les chanteurs m'ont toujours touché parce qu'il y a un vrai talent derrière. Ils ne viennent pas pour ouvrir un food truck ou faire une ligne de vêtements qui ira nulle part. Ils ont vraiment une volonté, ils viennent avec un talent. Et qui donnent la chance pour se développer. Et voilà, ils se défoncent. Et c'est ça le message était pur à ce niveau-là, c'est qu'il y avait un véritable enjeu pro pour certains. Et c'est ce qui me plaisait parce que c'était un peu ce qui s'est passé pour moi quand je suis venu aux US avec ma volonté de faire de la production, de réussir. C'est que en fait, Les Anges, c'est un copier-coller de mon arrivée ici. Et c'est peut-être aussi cette authenticité qui a marché, parce que c'était vrai, c'était mes contacts, et voilà, malgré ceux qui disent non, mais il n'avait pas de contact, on m'aurait jamais pris, parce qu'il y en avait un wagon de mecs comme moi à Los Angeles, de Français, qui allaient pousser de la fonte à la salle et qui avaient des dents blanches, qui auraient pu le faire, tu comprends? Donc c'est qu'on m'a pris pour une raison au départ, c'est que c'était mon réseau, voilà. Et j'ai été à l'écran et l'audience française a aimé le personnage du parrain de Fabrice. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Mais je pense qu'on ne peut pas tromper les gens à un moment donné. Si c'est authentique, c'est ça et c'est pour ça que ça a fonctionné. Voilà. Et comment tu as fait pour gérer des fortes personnalités comme ça différentes et les tensions dans la même vie-là? Tu as eu un talent, je suppose, parce que... Au début, si tu veux, les candidats ne connaissaient pas vraiment la dynamique, donc ils étaient quand même assez concentrés. Ouais, c'est difficile de garder la paix. Voilà, au fur et à mesure des années et des saisons, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu gâtés. Et après, il a fallu tirer un peu le signal d'alarme. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment où tu as failli Oui, il y a eu plein de moments, surtout sur les saisons de fin, où j'avais un ou deux candidats qui manquaient, mais en frontal de respect. Donc il y a eu même un tournage qui s'est arrêté d'ailleurs sur un vrai rapport de force que j'ai eu avec un candidat. Et on a stoppé, on n'a pas pu finir le tournage pour le reprendre en Floride après. Voilà, mais je pense qu'à un moment donné, il y avait trop de la part de la production, il y avait trop de laxisme, quoi. Il laissait trop faire. Donc il y avait des retombées automatiquement. Mais ça n'a pas été, oui, il a fallu garder son calme. Ouais. Ok. Voilà. Ok, très bien. Fabrice, tu crois qu'il y aura un jour où vous envisagerez
recréer une nouvelle saison ou partir de zéro ou il y aura des télé-réalités un peu différentes? Mais écoute, après il y a eu des télé-réalités qui ont suivi, tu vois, comme les Ch'tis, les Marseillais, etc. Il y a encore de la télé-réalité en France, comme La Villa, Les Cœurs brisés, etc. Je pense que Les Anges, est-ce qu'il y aura un retour? Il n'y a que Dieu qui sait, on le saura rapidement. Mais il y a beaucoup de nostalgique. L'émission a marqué beaucoup de générations, beaucoup de monde. Et si on revient, c'est pour être beaucoup plus fort sur notre message. Et il faut des candidats authentiques. Moi, je pense que c'est ça, la base, la genèse des Anges, c'est d'avoir des candidats qui ont envie. Okay. Voilà, et qui ne viennent pas juste pour vendre leurs produits sur leurs réseaux sociaux, etc. Et si c'est fait comme ça, ouais, Les Anges, c'est une marque forte. Ouais, non pas parce que... Parce que jusque maintenant, les jeunes, ils regardent et... Mais moi, j'étais en France il y a peu de temps, je veux dire, à l'aéroport, je ne sais pas, il y avait au moins 30 personnes qui sont venues me voir en me parlant des Anges. Ouais. Donc, mais partout, et je le vois quand je voyage, je vois quand je vais en France. Donc la marque, elle est très forte. Très forte, ouais. Et bon, je développe d'autres projets. Là, je viens de faire un nouveau projet sur l'immobilier à Los Angeles avec deux camarades qui s'appelle la French Agency, où d'ailleurs Olivier Giraud a fait une apparition. On le propose aux chaînes françaises, etc., qui est un truc sympa parce qu'on plonge on plonge les gens en autarcie dans le monde de l'immobilier à Los Angeles et on explique le monde comment ça fonctionne. Mais donc on propose en permanence, si tu veux, des nouveaux formats, mais Les Anges restera une marque énorme. Voilà. Ça marquait. Je voulais préciser que mon petit frère aussi, il est de génération 2002-2003. Ouais. Il regarde, jusqu'à maintenant, il regarde. Bah, tu vois, voilà. Ses camarades, etc. Donc, et c'est cette génération, et la génération, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les ménagères. À l'époque, les femmes de 30 ans, 35 ans, qui ont aujourd'hui 45, 50, qui connaissent. La nouvelle génération regarde parce que c'est sur TF1+. Tous les épisodes et les saisons repassent sur TF1+. Donc, je pense que ça touche plusieurs générations. C'était une belle époque. Fabrice, parlons un peu de ton côté entrepreneur, investisseur. Actuellement, tu portes plusieurs casquettes. Animateur TV, producteur, entrepreneur. Qu'est-ce qui te présente réellement aujourd'hui? Je pense également ton côté cofondateur de ce restaurant magnifique qui est une belle réussite, je vois, et qui illustre aussi ton côté businessman. En fait, je pense que, tu vois, c'est un bon exemple. On m'a proposé ce projet qui était de monter un Enroll bar, un peu version japonaise. Mon associé Lionel Azoulay, qui est un pro des sushis à Los Angeles, qui a monté 4-5 restaurants. Et on s'est associé à 3 avec aussi Mehdi Mamri, qui est un pro de l'immobilier, qui vient de vendre d'ailleurs la maison de Kanye West à Los Angeles. Voilà. Et on a développé ce concept, qui est un concept simple, mais qui fonctionne bien. Et ça m'a tout de suite plu. Voilà, tu as le logo ici. C'est magnifique. Enroll. Et on a une autre ouverture de prévue dans quelques mois. Et c'est vrai que j'aime bien développer ce genre de concept parce que ça me sort du monde de la télé, du monde de la production. Et puis le but, il ne faut pas se voiler à la face, c'est de monter des projets comme ça, de les revendre un moment. Et puis voilà, moi je suis en semi-retraite maintenant. Donc j'ai d'autres envies et ça fait partie des concepts que je fais à côté, comme du booking de célébrités que je fais beaucoup pour des marques, pour des grandes marques. Toujours cette année, j'ai booké Mike Tyson pour une marque de montres, par exemple, Michael Madsen pour une marque de cigares. Et voilà, j'ai souvent de ce genre de demande. J'ai un autre projet aussi qui risque de se faire sous peu, mais qui est autour d'un produit précis et d'une marque forte. Donc voilà, on est toujours un peu à l'écoute de ce genre de projet. D'accord, très bien. Et quelle est la plus grande leçon que tu as appris sur ce parcours un peu immigré entrepreneur? La plus grande leçon que j'ai appris, c'est que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Voilà, qu'il faut rester simple, humble,
que tu aies de l'argent, que tu sois connu ou que tu en aies plus, on est tous similaires. Voilà, on va tous passer par des chemins compliqués, perdre nos parents, des épreuves dures comme ça. Un jour ça fonctionne, demain ça ne fonctionnera plus. Donc être équilibré. Ce que j'ai appris, équilibré, ça veut dire avoir une famille unie, avoir des valeurs, s'entourer de gens bien. Voilà, je pense que quand tu arrives dans un pays comme ça où tu es seul au monde et que tu es immigré, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Et ça, c'est le plus grand défi, c'est de faire le tri dans ta vie des gens, des parasites qui vont être autour de toi et plus perdre de temps avec ce que j'appelle moi, et c'est dur, mais des serre à rien. Il faut vraiment se concentrer qu'avec des gens bien. Et c'est là, quand tu comprends ça, que tu commences à vraiment réussir et faire des vraies affaires. C'est tout. Donc voilà ce que la vie m'a appris, plus perdre de temps avec les mauvaises personnes. Okay. Je suis d'accord avec toi, Fabrice. Et aussi, je voulais préciser que toutes les réussites que la personne elle aura dans la vie, à un moment ou à l'autre, va montrer que derrière, il y a une autre appréciation, que ce soit famille, des personnes proches. Il y a d'autres valeurs qui vont te montrer que c'est une autre richesse et c'est pas ça qu'on cherchait à la fin. Mais en fait, ça veut dire quoi la réussite? La réussite, ça peut être pour toi avoir une famille, faire des enfants. La réussite, c'est pas que Hollywood et que le succès et que l'argent. Tu vois, la réussite, c'est de pouvoir se dire j'emmène mes parents en vacances, je mets ma fille dans une école privée, je fais des concessions pour eux, pour leur faire plaisir, se faire plaisir, conduire une belle voiture, etc. Mais la réussite, c'est tellement vaste en fait. Ton rêve américain, par exemple, tu le vis. Moi, je le vis parce que j'en ai rêvé d'avoir une belle maison, etc. Mais parce que je me suis structuré parce que j'ai tellement vu de gens. J'ai tellement vu de gens arriver avec des fortunes, qui sont arrivés milliardaires et qui sont partis à peine millionnaires parce qu'ils n'étaient pas structurés. Donc en fait, la réussite, elle se limite à l'happiness, tu vois, c'est comment tu es heureux dans ta vie et comment tu es épanoui. Tu te sens et comment tu te fulfillment. Exactly. Tu vois, donc en fait, il y a plein de stars que j'ai rencontrées sont des movie stars et tout, ils sont malheureux. Ils vivent dans des chambres d'hôtel en peignoir toute l'année, à regarder des vidéos sur YouTube et à refaire le monde. Il faut être en fait heureux. Et tu sais, il n'y a aucune fortune, il n'y a aucune fame au monde qui va te protéger de la tristesse de la vie. Moi, par exemple, j'ai perdu ma mère il y a plus de 2 ans. Ça m'a mis KO et j'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de fame, j'avais plus envie d'être exposé parce que j'ai compris en fait à ce moment-là que les vraies valeurs en fait elles se limitaient à ce qui nous entoure, si tu veux. Et il faut prendre, je pense, des chaos aussi dans cette vie, de ce style, pour comprendre où sont tes priorités. Voilà. Et en fait, voilà ce que j'ai compris, c'est qu'il faut rester cool. Fabrice, juste pour un petit conseil pour les jeunes d'aujourd'hui, dans quoi ils devraient-ils investir? Et aussi, la question pour toi personnellement, dans quel domaine tu investis aujourd'hui? Tu parles en Amérique? Oui, aux États-Unis. Déjà, pour les jeunes qui veulent venir en Amérique, il faut qu'ils viennent avec un plan. C'est-à-dire c'est fini l'époque, oui, je vais être chanteur, star de cinéma. La ville coûte très cher. Aujourd'hui, un appartement, c'est $3 000, un 2 pièces. Il faut des papiers, donc il faut arriver structuré, monter une entreprise, avoir une idée, etc. Parce que l'époque où tu es venu, c'était pas le même. Tu avais des appartements à $500, tu n'avais pas forcément besoin, tu étais étudiant, visa, tu arrivais à travailler. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut arriver avec un plan déjà et un peu d'argent. Et moi, je pense que tous les domaines, si tu n'as pas vraiment de métier, tu vois, de la restauration, si tu connais un petit peu, boulangerie et tout, c'est une activité où c'est beaucoup plus facile d'arriver et de monter ce genre de projet pour avoir son visa, etc., que de partir dans des grands trucs et de start-up et de lignes de vêtements
où c'est très compliqué. Donc moi... Donc éliminer plus les risques et partir... Voilà, moi par exemple, les entrepreneurs, moi voilà ce qu'on fait nous, développer une ligne de restaurants, une chaîne de restaurants comme ça, qui touche la middle class, tu vois, des gens qui veulent venir manger, pas un truc prétentieux, pas un truc où tu t'y vas pour voir des stars, mais où c'est bon, tu dépenses pas trop. Donc voilà, moi j'essaie de développer ce genre de concept en tant qu'entrepreneur. Après des collabs, je fais avec des célébrités, tu vois, ça peut être une marque de lunettes que je crée à l'égérie d'un Mike Tyson ou autre. Mais ça, c'est mon créneau à moi. Mais pour les entrepreneurs, moi, je pense voilà, monter une chaîne de barbeurs ici, par exemple, mais un peu avec une touche à la française, tu vois, ou une chaîne tendance de pancakes français. C'est quelque chose qui sera utile maintenant à... Le plus que tu emmènes, en fait, c'est quoi le plus? Tu vois, tu arrives sur un terrain où il y a une grosse compétition. Tu peux être tatoueur en Europe, avoir un nouveau concept et tu l'emmènes ici. Mais il faut arriver avec un plan. Voilà. Okay. C'est beau d'être rêveur, mais il faut limiter les risques. Quant à l'immobilier, est-ce que tu crois qu'il y a plus de chances de réussir ici aux États-Unis ou... L'immobilier, je pense que tu as plus de chances de réussir. Et moi, je prends le perfect exemple de mon associé, Mehdi, ici, qui s'est lancé dans l'immobilier. Il a commencé par louer des maisons à pas mal de footballeurs, d'ailleurs, Griezmann et plein d'autres footballeurs. Et il est passé à la vente. Aujourd'hui, il est à The Agency, qui est la plus grande agence aux US, pratiquement. Et il fait des vrais hits. Il a vendu la maison de Kanye West. Voilà. Donc oui, en tant qu'agent immobilier, il y a une très grosse compétition. Ce qu'il faut, c'est avoir les bons clients. Et c'est pareil, comme on dit, your network is your net worth. Il faut le réseau. Et le réseau, ça se construit. Voilà, des fois, il y a plus de valeur dans ça que... Donc l'immobilier, j'y crois, mais il faut savoir se marketer. Parce qu'il y a un wagon de gens qui veulent être agents immobiliers et avoir le bon réseau. Et le réseau, ça se travaille. C'est comme ce que j'ai fait pendant 20 ans. Pourquoi j'ai pu emmener tous ces gens-là? Parce que j'ai passé du temps avec les gens, à manger, à sortir. Et ça, il faut pouvoir et vouloir le faire. Voilà. Donc les gens, les entrepreneurs te diront « oui, mais il faut de l'argent ». Non, pas forcément de l'argent. Il faut déjà être aimé par les gens, par ta présence, mais il faut passer du temps parce qu'à la fin de la journée, c'est le réseau qui prime, c'est rien d'autre. Et est-ce qu'il y a une belle rencontre très très marquante pour toi qui a transformé ta vie? Moi en fait, ma femme, c'était une belle rencontre parce que quand c'était dur ici, ça m'a permis quand même, d'être concentré. Ici. Ouais, je l'ai rencontrée 2 ans après que je sois venu. Et je pense que ma plus belle rencontre, ça a été elle au départ parce qu'elle m'a soutenu. Et puis, j'ai pas rencontré un mentor, moi. Une personne qui m'a dit « je vais te prendre et je vais t'aider ». Tout ce que j'ai été le chercher par moi-même. Voilà. Mais au fil des rencontres, obligatoirement, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire confiance parce que tu es bon, gentil, mais aussi tu es bon professionnellement. Et quand tu es bon, à l'intérieur et à l'extérieur, et que tu provides, que tu deliver, comme on dit en anglais, que ce que tu dis, voilà, et t'en emmènes un autre et un autre. Mais j'ai pas eu le mentor, le mec qui arrive et qui me dit, toi, je vais te faire exploser. Qui est très fréquent. Et ici, c'est ça, ce qui est important, c'est avoir la bonne... quelque chose en toi et voilà, comme dans le cinéma, tu vois, tu rencontres un Tarantino, il dit, tu vas exploser et je te prends sous mon aile. C'est beaucoup plus facile que quand tu dois monter 20 projets tout seul. Voilà. Mais on a tous cette chance de pouvoir, pour clôturer, partir parce qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas un plus fort que l'autre. Et si les jeunes ont envie de tenter leur aventure, mais ils peuvent le faire. Mais il faut arriver avec une structure et un plan. Voilà. Donc c'est ça la dernière question que je voulais poser pour clôturer l'interview. C'est s'il y a un jeune qui veut percer ici aux États-Unis, que ce soit dans le cinéma, musique ou même les affaires, ton dernier conseil serait avoir un plan, une structure
pour vous? Écoute, si un jeune veut partir en Amérique, et aujourd'hui, je pourrais pas te dire non, c'est pas bon. Je l'ai fait. Tout le monde me disait en France, mais tu vas revenir au bout de 6 mois, tu as ta société, t'as pas ta famille, t'as pas tes amis. Et je suis parti, je l'ai fait. Donc, je ne peux pas dire, faut pas le faire. Mais à notre époque, c'était quand même beaucoup plus facile d'arriver sans rien, parce que rien n'était cher. Maintenant, on vit dans une économie mondiale où tout est cher. Donc, il faut arriver avec quand même juste son plan, tu vois, être structuré, se dire sur un an, j'ai tant d'argent, je vais dans cette direction. Pour ne pas perdre du temps, parce que sinon, tu vas te noyer dans tout un tas de schémas où tu vas perdre ton temps et tu vas rentrer déçu. Voilà. Donc, il faut tenter, mais smart. Voilà. Merci Fabrice, merci pour ces moments partagés et pour tes conseils. Et tu viendras manger des sushis à Asahi. Bien sûr, parce que l'endroit est vraiment mignon, vraiment cute. Tu es mon invité, donc quand tu veux. Merci, c'est très gentil. Et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur. Ça compte beaucoup pour moi. Et ça compte aussi pour mon audience jeune qui veulent venir ici ou qui veulent s'installer ici, mais qui ne risquent pas ou qui pensent que voilà, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un bel exemple, Fabrice, qui est venu sans rien et qui a réussi dans un tas de choses, mais on voit qu'il est resté humble et qu'il continue à quand même continuer son aventure ici aux États-Unis. Voilà, merci, on se revoit très bientôt avec une nouvelle interview avec un nouveau entrepreneur inspirant. Bye guys. Bye bye. Ciao.